Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Camille, la fondatrice d'Anatae Matcha, qui a été la pionnière dans l'importation de ce thé rempli de vertus en France et qui aujourd'hui connaît une effervescence dingue entre les marques qui se lancent dans tous les sens et les créateurs de contenu bien-être qui ne jurent que par cette boisson. Personne n'est passé à côté. Et c'est justement tout ce qu'on va aborder avec Camille. Comment elle a osé se lancer dans un domaine que personne ne connaissait, par conviction, par coup de cœur personnel, et en faire une si belle réussite. Et comment aujourd'hui, quelques années après, faire face à toute cette concurrence. Alors avec Camille, on va parler de folie de vie autant que de stratégie. Elle nous partage comment reconnaître une bonne idée qui va marcher, comment avoir des créateurs de contenu ambassadeurs de son entreprise, comment utiliser la concurrence pour se différencier et assumer son positionnement. On a aussi parlé de psychologie des prix et des détails de l'évolution de sa stratégie de communication, de son point de départ quand elle était toute seule, à aujourd'hui où elle a 6 salariés et plusieurs freelances à ses côtés. Bref, vous allez voir, c'est un podcast juste passionnant. Et Camille, c'est l'une de ces entrepreneurs qui, moi, m'a manqué pendant des années. Une femme avec des convictions, avec du courage, avec de la détermination, qui n'entre ni dans la case de la working girl qui ne fait que travailler, ni dans la case de l'entrepreneur un peu trop perché qui a oublié qu'il fallait travailler. Bref, vous allez voir, une pépite. Comme d'habitude, vous avez tous les liens de ce dont on parle dans les notes de l'épisode juste en dessous. J'espère qu'il vous plaira. J'ai déjà hâte d'avoir vos retours. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, en faire une story sur Instagram en nous taguant avec Camille pour qu'on puisse vous voir, vous remercier et vous repartager. Et puis sur ce, je vous laisse pour notre belle conversation. Bienvenue Camille, je suis très heureuse de te retrouver sur le podcast aujourd'hui. Merci, je suis très contente d'être là moi aussi. Pour commencer, j'ai envie de poser une question qui est à la fois bateau, banale et en même temps extrêmement importante. Ce fameux ça va. Comment est-ce que tu vas vraiment en ce Hmm. moment? Comment ça va intérieurement? Écoute, ça va vraiment bien. Euh, j'ai passé une semaine la semaine dernière à Paris. Quand j'y vais, c'est toujours l'occasion de regrouper pas mal de rendez-vous, donc c'est assez fatigant. Donc ce week-end, je me suis bien reposée et là, début de semaine lundi, écoute, ça va vraiment bien. Je travaille tranquillement depuis chez moi. Il fait un peu gris, mais c'est une journée tranquille. Donc Ouais, ça va vraiment bien. Et génial. toi? Je vais très bien aussi, merci. Je pense que le printemps que l'on vit en ce moment, on enregistre là en avril 2025, nous fait du bien à tous, à toutes. J'espère à vous aussi qui nous écoutez d'ailleurs. Donc ouais, plein de beaux projets qui émergent. J'ai l'impression que chez toi aussi, je sais qu'il y a plein de choses Oui. dont on va pouvoir parler qui émergent aussi avec Anatae, pour toi aussi qui a pu retourner là dans le sud de la France il y a quelques mois pour Mm. partir de Paris. Et puis, je pense que c'est chouette de pouvoir y revenir aussi quand même de temps en temps, vivre ça, l'effervescence parisienne, le développement de ton entreprise aussi, où Paris apporte souvent beaucoup. Oui, oui, oui. Puis moi, j'y ai habité 6 ans, donc là, j'y reviens avec une énergie complètement différente. Tu vois, je suis plus chez moi et du coup, je suis vraiment concentrée sur le travail et ça me rappelle aussi que je suis contente, tu vois, d'avoir ce métier-là qui me permet d'aller à Paris, de faire des rendez-vous super intéressants à mon compte. Tu vois, ça me rappelle un peu aussi tout le chemin parcouru en fait. Donc, c'est toujours sympa les rendez-vous à Paris maintenant. Ouais, j'imagine. Euh, et ensuite, pour bien te découvrir, en savoir un peu plus sur toi, j'aimerais savoir qu'est-ce que se disait la petite Camille sur l'adulte qu'elle serait. Mm. Ok. Je sais pas trop, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens juste que je voulais être chanteuse. Ça, je m'en rappelle.
Comme beaucoup de filles de mon âge, là, moi je suis née en 93. Je sais qu'on avait beaucoup de fans, on était beaucoup fans des chanteuses. C'était un truc que je me répétais souvent. Ouais, c'était Mais l'époque de Laurie, Jennifer, Alizée et compagnie. C'est ouais, la voilà, même époque, hein, globalement. exactement. Donc, Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Starac et la nouvelle Ouais, star. voilà. Et ça me faisait rêver, je m'en rappelle bien. Tu vois, on est très loin du compte, mais c'est rigolo d'y repenser. Et ouais, je crois que je me projetais pas énormément. J'étais une petite fille quand même assez discrète, malgré mon envie d'être une star apparemment. Mais j'étais quand même assez discrète, assez bonne élève. Tu vois, j'étais sans problème, on va dire, et j'ai eu une enfance très heureuse. Mais je me projetais pas énormément, tu vois. Je me suis jamais projetée, par exemple, maman ou dans un métier vraiment plus concret. Par exemple, à l'adolescence, je savais pas du tout ce que j'allais faire plus tard. C'était assez mystérieux pour moi pendant toute mon enfance et mon adolescence, je crois. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a mené à créer cette marque de matcha qui a révolutionné le monde du matcha en France, enfin, qui l'a créé, même d'une certaine manière, Mm, vu que tu as été vraiment la pionnière. Il y avait quelques marques de ci, de là, mais mm, ça a connu son essor grâce à toi aussi. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai et je sais que je suis vraiment pas la seule à la partager. Donc, comment mm, t'es passée, bah, voilà, d'une adolescence, j'ai l'impression, un peu perdue, ou en tout cas qui se cherche, mm, à bah, la fondatrice d'Anata et Matcha, qui est mm, une marque qui rayonne peut-être à l'international aujourd'hui, tu nous le diras après. Mais mm, c'était quoi le parcours entre je me cherche et mm, paf, je pars au Japon ou je ne sais pas et j'y vais. mm. Alors, moi, j'ai quand même toujours une personnalité assez déterminée. Donc, même si j'étais plutôt réservée, j'étais quand même, j'avais un fort caractère, je savais quand même ce que je voulais. Et il y avait quand même une petite partie rebelle en moi qui voulait faire comme j'avais envie de faire. Voilà, ça a toujours été clair. Et, euh, et ça m'a donné, je pense, ce côté un peu leader. Déjà, dès le collège, je me souviens, j'aimais bien être à l'origine de groupes, tu vois, de mouvements. Un petit peu au lycée aussi. J'ai des souvenirs où voilà, j'étais à l'origine de l'organisation d'une soirée, par exemple. J'aimais bien prendre en charge les choses et dire, allez-y, suivez-moi, je m'en occupe. Donc ça, c'est depuis toujours que j'ai ce côté-là dans mon caractère et je pense que ça joue beaucoup dans la suite en fait. Euh, j'ai eu un bac S. Ensuite, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai fait une école de commerce, un petit peu voilà, au hasard, on va dire. Mon père m'a dit, c'est très bien les écoles de commerce, moi j'aimerais bien t'en payer une. J'ai dit, bon, bah allez, on y va. Je savais que c'était une grande chance quand même parce que c'est des super études. Donc j'ai avancé là-dedans. Puis j'avais pas forcément de matière qui me passionnait. Moi, ce que j'adorais par contre, c'était les langues et les voyages. J'avais toujours des super notes en langue étrangère, j'étais hyper à l'aise. Et voyager, ça m'intéressait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais faire peut-être du commerce international dans ces études-là. Puis je trouvais vraiment pas de voie spécifique. Je voyais mes camarades qui partaient plutôt en finance ou en management, ils avaient chacun leur truc. Et moi, il n'y avait rien, tu vois, qui me passionnait plus que ça. Et j'ai fait des stages dans l'hôtellerie. Je me disais peut-être que l'hôtellerie, ça peut être pour moi. Et j'ai fait notamment un stage de 6 mois à Hong Kong, dans un hôtel 5 étoiles. Donc c'était la première fois que je partais si loin. J'avais déjà un peu voyagé pendant mes études, mais c'était la première fois que je partais si loin. Et en fait, c'est là-bas que je vais découvrir vraiment le thé matcha. Alors on n'est pas au Japon, mais quand même en Asie, il y a pas mal de matcha, même à l'époque. Je crois qu'on est en 2015. Et donc je découvre le matcha qui vraiment commence à faire partie de mon quotidien. Et là, ça me plante une petite graine, tu vois, dans mon esprit. Et je finis ce stage en hôtellerie, je rentre en France, je commence à travailler et je me lance pas tout de suite dans l'entrepreneuriat, mais cette idée de lancer du matcha en France, ça revient tout le temps parce que c'est un produit qui me manque et que je vois pas en France. Et quand j'en trouve, il est souvent pas très bon. On en trouvait parfois dans des magasins bio. Et en fait, c'était de la poudre kaki. Ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais goûté à Hong Kong. C'était kaki, c'était pas bon en fait. C'était vraiment un goût terreux.
Et donc ça revenait tout le temps dans ma tête. Je me disais, mais tu trouves pas ta voie, t'aimes pas trop ton travail, tu vas de CDD en CDD, et il y a ce truc qui reste tout le temps dans ta tête. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire en fait. Et je crois qu'une bonne idée, on la repère parce qu'elle revient sans arrêt. Et Ouais. du coup, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et après, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Je suis partie au Japon en fait avec l'objectif de faire des petits boulots là-bas. Donc j'avais Tu booké parlais ça via japonais? un site. Non, Ouais. je parle pas japonais. L'idée, c'était de faire tout ça en anglais. Et j'avais trouvé un site qui permettait de faire des petits boulots. Tu sais, tu travailles et t'es logé en échange. Ouais. Donc, Booking j'avais, ou des choses comme ça, ouais, ouais. ce genre de choses. Voilà, c'est un site qui s'appelle Workaway. Mm. Workaway. Et donc, moi, j'avais pris à peu près pour faire 20 heures par semaine dans des auberges de jeunesse où j'allais travailler à la réception, faire le linge, tout ça. Et le reste du temps, j'allais être logée. Et en fait, c'est pendant ce voyage-là que pendant tout mon temps libre, je me suis intéressée très profondément au matcha parce que ça m'obsédait et que j'ai rencontré plein d'agriculteurs, que je me suis formée, que là vraiment c'est devenu réel, quoi. Et à ce moment-là, tu avais déjà cette envie d'en faire une vraie grosse entreprise, de le commercialiser en France, d'être partout dans les magasins bio, enfin, à disposition de tout le monde. C'était déjà aussi concret et, on va dire, ambitieux que ce que tu as créé aujourd'hui? Ben, en fait, c'est un peu bizarre parce que je connaissais tellement rien au monde du business, puis j'étais tellement jeune aussi, tu vois, j'avais 24 ans. Donc j'ai Hmm. des souvenirs qui sont un peu incohérent, c'est-à-dire que d'un côté, j'avais de très très grandes ambitions. Tu vois, je rêvais grand, quoi. J'imaginais que j'allais être la personne qui allait faire découvrir le thé matcha à toute la France, etc. Et d'un autre côté, je me souviens avoir pensé que si je pouvais en vivre, ne serait-ce que moi en vivre, voilà, humblement, tu vois, avec un SMIC, ben, je serais hyper contente d'avoir enfin un travail qui me plaît et qui me permet de vivre. Donc, je crois que j'avais plein d'idées en tête, mais que c'était un peu le fouillis parce que c'était un peu immature, tu vois, Ouais. comme Oui, projet. donc d'une certaine manière, tu ne te rendais pas compte de ce que ça signifiait. C'est ça? C'est Non, bah tiens, complètement. ça a l'air chouette, je vais essayer de le ramener en France et puis de le faire Ouais. tourner autour de moi et de le vendre à quelques personnes. Ouais, c'est ça. En fait, je savais même pas trop à qui j'allais le vendre, tu vois. Je savais que moi, j'adorais ça et que enfin, j'étais assez convaincue que ça pouvait plaire en France parce que ça cochait pas mal de cases, pardon. C'était, tu vois, bio. On était dans le début du bio où Hmm. les gens commençaient vraiment à s'intéresser au bio. C'était une boisson qui pouvait remplacer le café. C'était vert et c'était un moment où on commençait de plus en plus à utiliser Instagram et je me disais, une boisson verte, ça va forcément attirer le regard, tu vois. Et un jour, mon frère m'a dit un truc que je trouve très vrai, c'est que si le matcha avait été marron, j'aurais eu 10 fois moins de succès. Et je crois qu'il a vraiment raison. Parce que c'est grâce à cette couleur verte qu'on s'y intéresse et tout ça. Donc j'étais confiante en le projet, tu vois, et en le produit, mais je savais pas encore si j'allais faire un e-commerce, si j'allais le vendre aux pâtissiers, aux restaurateurs, au salon de thé. Enfin, vraiment, c'était assez flou et après, Ouais, j'ai tiré mais fil par fil, quoi. c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui manque à beaucoup. Là, en Mm, fait, ce que moi je vois dans ce que tu me dis, c'est que tu n'avais pas le comment j'avais le vendre, mais mm, tu savais pourquoi tu voulais le faire, parce que ça te plaisait à toi, parce que t'allais avoir enfin du sens dans ce que tu faisais, et mm, surtout que ça s'inscrivait dans une tendance de fond mm. au niveau sociétal. Et Ouais, qui avait complètement. cette tendance du bio, du vert, de l'Instagram et du coup des photos, plus tard des vidéos que tu n'avais peut-être pas anticipées, mais effectivement. Et Mm, ça, c'est extrêmement ingénieux en fait, pour toutes mm, celles et ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin de savoir comment faire. Mais par contre, de vous dire, là, ça s'inscrit dans ce qu'on traverse en tant que société, d'une certaine manière, ou en tout cas de mouvance, de mouvement que je vois, que je ressens autour de moi et dans lesquels bien souvent on est, parce qu'évidemment, on vit tous dans nos petits microcosmes et on ne peut pas savoir ce que vivent, que ce soit par exemple des personnes ultra riches ou peut-être dans une extrême pauvreté non plus. Mais par contre, on ressent quand même très souvent des tendances de fond et s'inscrire là-dedans, surtout en étant bah, des pionniers un peu comme tu l'as fait, c'est quasiment 100% de chance à la fin de réussite. Si évidemment après, bah, on passe à l'action et que la stratégie mise derrière est intéressante et pertinente. ouais, c'est vrai. C'est moi, cette tendance-là que je repérais, elle m'avait donné énormément confiance. Et Mhm. j'étais inarrêtable pendant mes recherches et pendant le début
de la construction d'Anatae, quoi. J'étais sûre de moi grâce à ça. Génial. Mm. Ouais. Et du coup, donc, tu trouves les agriculteurs au Japon, tu dois Mm. signer peut-être un contrat avec eux, ou enfin voilà, ça Oui, se met en place. Tu oui, rentres en France, oui, c'est ça. ok? Et en France, il se passe quoi? Alors, au Japon, j'avais déjà pas mal avancé sur la création d'entreprise, entre guillemets, dans le sens où j'avais, bon, ok, trouvé les agriculteurs, mais j'avais aussi donc une idée bien spécifique de quels produits j'allais vendre. Et il s'agissait de trois thé matcha que j'avais choisis parce que c'est des qualités différentes et je trouvais que ça faisait une super gamme. Et j'avais aussi trouvé le nom de marque, Anatae, qui veut dire pour vous en japonais. Et je l'avais déposé même dans un cybercafé. En fait, j'étais allée déposer le nom de marque. Comme ça, je me disais un peu, bon, t'es allé tellement loin que tu pourras pas faire marche arrière. C'était un peu comme une promesse envers moi-même. Tu vas rentrer en France, mais tu vas pas faire comme toutes les personnes qui rentrent de voyage et qui finalement, oh, ben, tiennent pas ce rêve qu'elles ont eu à l'autre bout du monde. Non, moi, je me suis dit, tu vas t'y tenir. Et j'avais aussi commencé pardon, à construire un e-commerce. Donc, je connaissais rien du tout, moi, à tout ça, mais j'avais trouvé sur Internet qu'on pouvait, avec en fait des modèles, créer son propre site assez facilement. Et du coup, j'avais quand même pas mal commencé. Mhm. Et en France, ensuite, quand je suis rentrée, ben déjà, j'ai annoncé autour de moi que j'allais faire ça. Donc, ça, c'était quand même une grosse étape parce que, bon, tous ceux qui ont lancé une boîte le savent au début, les gens sont assez sceptiques, quoi. Et même s'ils disent, ah, c'est génial, on a l'impression qu'au fond, ils y croient pas vraiment et qu'ils se disent, bon, je lui dis c'est génial pour pas la vexer, mais je sais qu'elle va se planter, quoi. Donc, il a fallu faire avec. Et j'ai déposé, enfin, j'ai créé la société concrètement. Donc, tu Et es tout j'ai de suite passé en commencé. société, tu avais compris que la micro-entreprise, c'était pas forcément pertinent Oui, dans ton cas parce que tu avais des produits, du stock, beaucoup de coûts et de charges et compagnie. Et ouais, tu es tout de suite passé en statut société. Ok. Et tu as choisi exactement. quoi à ce niveau-là? J'ai choisi une SASU. Ouais, ok. Ouais, pour Donc, commencer, une j'ai choisi une société SASU. par action simplifiée, unipersonnelle. Donc, tu es toute Oui, seule à la tête de la machine. exact, Ok, c'est ça ça. marche. Trop bien. Voilà. Je Et voulais puis, rebondir. j'ai. Tu me dis, tu avais. Pardon, je te coupe, mais sur le fait que tu aies lancé trois thés matcha, Mhm. avec du coup, j'imagine, trois prix différents aussi, trois Oui. positionnements un peu différents. Est-ce que c'était stratégiquement déjà réfléchi? Est-ce que tu savais qu'avoir trois offres, ça permettait à la fois de proposer du choix et du coup que la personne ait ce sentiment de liberté? Et en même temps, permettait aussi bien souvent de caler sur le prix du milieu, que Mm. souvent les gens ne prennent pas le plus cheap, mais pas non plus le plus onéreux. Mm. Voilà, que cette psychologie des prix, tu l'avais déjà en tête? Ouais, complètement. Ok. Je me souviens avoir eu ce raisonnement. Euh, Ça m'allait bien aussi parce qu'en fait, dans mes recherches, donc moi, ce que je cherchais, c'était un matcha sans amertume et Hmm. bio aussi. Et en fait, je suis d'abord tombée sur le matcha, on va dire le numéro 3 de la gamme, le moins cher. Et je le trouvais super. Mais je me disais, il y a encore un petit peu d'amertume, donc je vais continuer mes recherches. Et ensuite, j'ai trouvé les deux autres que j'ai mis donc en position 1 et 2, qui sont sans amertume et le deuxième avec une amertume très discrète. Et en faisant des tests, je me suis rendu compte que donc le 1 et le 2 étaient super pour la boisson et que le 3, donc en fait le tout premier que j'avais trouvé, lui, il était super pour la boisson, pour ceux qui aiment bien l'amertume, mais aussi génial pour les pâtisseries. En fait, il était assez puissant pour ressortir dans une pâtisserie. Et je me suis dit, bah ça me fait une belle gamme, ça me fait trois matchas avec des prix différents pour des utilisations, on va dire, différentes, même si tout peut se boire et tout peut se cuisiner. Et je savais, comme tu disais, que 3 c'était bien pour avoir le choix. Je me disais, à partir de 4 on est perdu. De toute façon, j'en avais pas trouvé 4. Et 2 ben, je trouve qu'on n'a pas assez ce sentiment de choix. Donc, Ouais. ouais, je trouvais que c'était bien 3. Génial. Mm. C'est une belle réflexion hyper pertinente dès le départ, avec un vrai positionnement à chaque fois. C'est pas du vent, Non, c'est trois qualités différentes, c'est trois goûts différents, et du coup c'est des utilisations qui peuvent être similaires selon les budgets de chacun, de chacune, mm, mais aussi plus clair. Si bah, je fais plutôt des pâtisseries, je vais prendre le premier, et puis si je veux me faire ma petite boisson du matin, je prends le troisième. exact. Génial. Ok, bien futé. Euh, Mm, donc, tu mets tout ça en place, tu as ta société qui est créée, mm. et comment tu le lances? Comment tu déjà fais connaître le matcha? C'est quoi les premières étapes?
Est-ce que tu vas tout de suite dans la grande distribution? Est-ce que tu contactes les magasins bio? Est-ce que tu contactes des créateurs de contenu? C'est quoi Mm. le... Ok, là j'ai mon matcha, je veux le vendre. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors, je suis rentrée de voyage en décembre 2018. Et moi, il faut savoir que le site, je l'ai ouvert le 1er avril 2019. Donc, 4 mois après, enfin 3 mois en fait après. Et ce que j'ai fait pendant ce temps-là, c'est que j'ai énormément envoyé de mails. J'ai déjà en fait pris le parti de contacter pas mal de créateurs de contenu pour leur expliquer ce qui était en train de se passer et me présenter et présenter le produit. Donc j'envoyais beaucoup de mails tous les jours. Je disais bon bah bonjour, moi c'est Camille, je reviens du Japon. Je me suis intéressée à un produit complètement nouveau. Ça s'appelle du thé matcha, c'est de la poudre de thé vert. Je vais lancer ma marque sûrement courant avril. Avril, j'aimerais bien t'en envoyer pour t'en faire découvrir. J'ai pas de budget, donc si tu veux être rémunéré, je comprends totalement et dis-le moi maintenant et au moins je t'envoie pas le produit parce que moi ça représente quand même un coût pour moi qui démarre. Et si par contre t'es OK pour partager ton avis sur les réseaux en échange du produit offert, ben ce serait super, ça Ouais. me permettrait de démarrer quoi. Donc ça je l'ai fait beaucoup. Mm. J'ai contacté en Et fait des gens que j'aimais bien suivre moi-même. ouais, j'allais te demander comment, parce que c'est une stratégie qui est encore et toujours extrêmement pertinente, que Mm, ce soit d'ailleurs pour des produits comme pour des services, que ce mm, soit pour de la nourriture comme pour des bijoux, des créations zéro déchet, pour des habits, etc. Que bah, pour des services, je sais pas, moi perso, j'ai déjà été contactée pour des séances de Reiki, pour des massages, pour des choses comme ça. Donc, peu importe pour nos éditeurs et auditrices là qui nous écoutaient, euh, utilisez aussi ce tremplin-là de créateurs de contenu qui sont des personnes, un, de base intéressées eux-mêmes par ce que vous proposez, et deux aussi, dont les audiences vont être intéressées par vos produits ou vos services, parce que bah, ça permet aussi de gagner en visibilité, proposer des collaborations avec un coût assez moindre. Est-ce que toi, tu avais du coup aussi cette réflexion de tant est-ce que la personne me plaît enfin à toi, mm. que son audience aussi? Oui, bien sûr. Bah, en fait, je me disais, moi, j'aime bien suivre cette personne parce que je me retrouve dans ce qu'elle partage. Donc, Hmm. j'imagine que son audience est un client pertinent pour la marque que je vais lancer, quoi. Bon, c'est pas vrai à 100%, mais globalement, on peut Il y aura toujours des fonctionner comme ça. intéressés. Ouais, Ouais. voilà. Donc là, c'était vraiment, tu as choisi les personnes que toi, t'appréciais déjà suivre. T'as pas cherché beaucoup plus loin, même si c'est déjà une grande démarche qui prend énormément de temps, c'est sûr. Mm. Donc voilà, tiens, je suis telle personne et Oui, et puis pour aller un peu plus loin, parce que du coup, rapidement, j'avais quand même épuisé les gens que je suivais. oui, J'ai j'imagine. essayé, tu vois, de trouver d'autres comptes dans le même univers. Donc moi, je Hmm. me souviens, c'est un truc qui pourrait pas marcher aujourd'hui, mais enfin, ce serait plus difficile. Mais en fait, j'utilisais les hashtags à l'époque. Ah ouais. Et par exemple, à l'époque, les graines de chia, par exemple, c'était quelque chose qui était assez peu connu. Donc, je mettais hashtag graines de chia avec un terme donc qui est français. Donc comme ça, j'étais sûre d'atterrir sur des contenus français ou francophones en tout cas. Et je regardais ce qui était le plus liké, parce qu'à l'époque, tu pouvais classer par les plus likés. Et donc là, j'arrivais à tomber sur des profils de créateurs qui étaient, je pense, dans mon, tu vois, dans mon univers, parce que moi, je Ouais. proposais de la nutrition saine, et qui avaient ben, potentiellement une communauté, vu que c'était les contenus les plus likés. Donc comme ça, j'arrivais à tomber sur des profils, tu vois, avec des mots-clés qui pouvaient être pertinents pour moi, et c'était hyper pratique, en fait. Ouais, et c'est très très futé. Effectivement, aujourd'hui, les hashtags sont quand même beaucoup moins utilisés et aussi bah, complètement saturés. Même ceux qui Oui. étaient niches à l'époque, il y a 5 6 ans, sont saturés aujourd'hui. Mais c'est très futé. Moi, ce que je recommande souvent à mes clientes qui sont dans cette même démarche que toi, de trouver des potentiels partenaires pour des collaborations, c'est d'utiliser les recommandations d'Instagram. Tu sais, il y a toujours à côté d'un profil un petit bonhomme avec un plus à côté. Mhm. Et en fait, ça te sort une petite bande avec d'autres comptes Insta similaires au compte sur Ouais. lequel tu es. Et du coup, ça te permet aussi de découvrir d'autres gens très intéressants, que Mhm. ce soit pour de l'inspiration ou que ce soit, comme dit, pour des collabs. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne technique aussi. Trop cool. Donc, tu t'envoies tous ces emails et ensuite, Ouais. t'as des oui, t'as des non, t'as des pas de réponse, j'imagine aussi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai des oui, des non, des pas de réponse. Donc, je commence à noter, je me rappelle sur une feuille A4, tu vois, les noms des
filles qui m'ont dit oui avec leur nombre de followers et à Ouais. quelle date je vais leur envoyer leur premier colis. Enfin voilà, c'était très, 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 très artisanal. Et j'attendais en fait que tout soit prêt pour pouvoir lancer mon site et pour pouvoir lancer tous ces envois presse, entre guillemets. Et en attendant, moi, je rédigeais aussi beaucoup d'articles de blog pour mon site parce que je me disais, les gens vont avoir plein de questions. Donc, il faut absolument que j'ai déjà des réponses. Et ça m'a beaucoup aidé dans le référencement naturel après, mais je le faisais pas pour ça à l'époque, je le faisais juste pour pouvoir Ok. envoyer des liens au SAV, tu vois. Donc, qu'est-ce que le matcha? Quel goût a le matcha? Comment préparer le matcha? Toutes ces questions, je les ai traitées il y a super longtemps, bah, il y a plus de 6 ans. Et j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui, c'est des articles qui Ouais, sont beaucoup t'as plus un super complets. référencement sur Google, effectivement, je pense, parce que tes articles Mm, datent d'il y a longtemps, donc enfin, Google les considère comme bien solides, et mm, j'imagine que tu les as traités et puis que tu les mets à jour aussi régulièrement oui, que ça reste dans le top des recherches. Génial. ouais, ouais, Euh, carrément. Comment t'as fait, petite question par rapport à toutes ces personnes que t'as contactées, on va garder celles qui ont dit oui, à qui t'as envoyé le matcha, comment t'as fait pour qu'elles en parlent, pour créer un lien avec elles, pour que ça rentre aussi dans leur routine et qu'elles en parlent de plus en plus, parce que souvent c'est ça aussi l'enjeu. Je le vois chez certains entrepreneurs, certaines marques, de bah, j'envoie le truc, la personne en parle un coup et puis plus rien. Alors que chez toi, je sais que Mm, tu as réussi à créer un vrai lien avec certaines des personnes à qui tu l'as envoyé dès le départ. Comment tu as créé oui. ça? Ouais, t'as raison. C'est vrai que, bon, déjà, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus simple parce qu'on était peut-être moins nombreux. Enfin, c'est sûr, on était moins nombreux en tant que marque sur les réseaux comme ça. Hmm. Mais j'ai été hyper transparente. J'ai tout de suite dit mon histoire, tu vois. Je l'ai racontée. J'ai dit, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, que c'était une histoire assez simple et que j'avais pas de budget, mais que je croyais fort en ce produit et je crois que la qualité du produit m'a beaucoup aidée en fait. Parce que quand tu Hmm. reçois ça, que tu goûtes, ben, il y a de fortes chances pour que tu deviennes vraiment fan du produit et que tu aies envie d'en parler. Tu vois, quand tu aimes quelque chose, tu as envie d'en parler, de partager. Et en fait, c'est parce que tu te dis, je vais être la personne qui partage un super bon plan, un super produit. Donc, j'ai envie en fait. Et c'est ça qui Hmm. a fait qu'elles ont intégré le produit à leur quotidien et qu'elles ont accepté de communiquer dessus. Et plus tard, j'ai pu commencer à les rémunérer, certaines, ou rémunérer par affiliation ou par fixe, tu vois, quand l'entreprise a grandi. Mais au début, c'est vrai que je pouvais pas. Mais comme elles aimaient le produit, elles en parlaient quand même. Ouais, génial. Je pense il y a deux clés. Enfin, trois même. L'histoire humaine que tu leur as partagée dès le départ, elles avaient un lien avec Camille et pas avec Anataï, la marque. Je Oui, pense que oui. ça joue énormément bah tiens, je vais soutenir Camille dans cette aventure enfin, complètement dingue et ce courage Mm. de ouf aussi. Je pense que la qualité du produit, clairement, bah, tu vas pas reparler à ta communauté d'un produit un peu tout pourri. Et Ouais, c'est la clair. qualité du service, hein, tiens, je sens encore les bienfaits de telle ou telle pratique, et ça fait 2 semaines. Et puis, le fait d'être entré dans leur routine, dans leur quotidien, tu fais partie Oui. de leur vraie vie. C'est pas une mise en scène de, tiens, je fais mon petit matcha, alors que, en fait, je vais pas le boire, je vais tout verser dans l'évier. Non, là, Mm. c'est vraiment leur quotidien et ça fait des super belles photos en plus, comme tu le disais. Donc, pour les réseaux, pour Insta, même pour YouTube, c'est juste génial. Et aujourd'hui, enfin, t'ouvres un vlog sur YouTube, une fois sur deux, t'as la nana qui commence avec son petit matcha, voilà. Ouais, c'est fou. Donc là, clairement, c'est entré dans les rituels de beaucoup, beaucoup de personnes. C'est clair. Ouais, t'as raison. Génial, trop cool. Et donc ça, j'imagine que tu as continué à garder cette stratégie de communication et d'influence, comme on dit, depuis là 6 ans, voire Ouais, plus maintenant. ouais, c'est ça. Ça fait un peu plus de 6 ans là que le site a été lancé. Donc oui, on a beaucoup. Je dis on maintenant parce qu'on est une équipe. On y reviendra peut-être, mais l'influence c'est un de nos canaux principaux d'acquisition. Après, comme j'étais toute seule en fait à la base, moi je faisais ce qui marchait, tu vois, je me concentrais sur ce qui marchait. J'avais essayé un peu de contacter les restaurants, les pâtissiers, j'avais envoyé plein de bouteilles à la mer et bon, je voyais que ça répondait moyennement alors que Instagram, je me sentais vraiment à l'aise avec l'outil et je commençais vraiment à sentir un engouement, une émulation et je me disais, il faut pas que je laisse passer ça en fait. Ouais. C'est pas mal ce qui est en train de se passer là, à mon petit niveau. Donc, je me suis vraiment concentrée sur Instagram et sur l'influence et tout ça. Et puis, petit à petit, tu vois, l'équipe
l'équipe s'est créée, j'ai plus été toute seule et là on a pu remettre de la force sur ce qu'on appelle le B2B, donc les professionnels, faire de la presse, faire des événements physiques aussi. Bon, j'en ai fait pas mal au début quand même, où je tenais des stands Enfin, j'étais derrière un stand dans des marchés pour me faire connaître. Ça, je l'ai beaucoup fait, mais on le fait encore. Donc, tu vois, il y a plein de façons de se faire connaître, mais c'est vrai qu'au départ, quand tu es tout seul, ben, tu essayes plein de choses et tu vas te concentrer sur ce qui marche, quoi. Ouais, ouais, Mm. c'est hyper important. Alors, ça paraît logique quand tu le dis. Mm. Je pense que tout à chacun est d'accord avec ça. C'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Et je Mm. pense que ça nécessite de dézoomer, de dézoomer de soi, de sortir aussi de la roue du hamster et de je cours partout et j'éteins les feux, je suis dans les urgences et dans ma routine aussi de création de contenu, d'être avec mes clients. Et je vois pas que parfois je perds du temps, malheureusement, à des choses qui servent, oui, mais qui n'ont pas autant d'impact que si je me concentrais sur d'autres choses. Et pour le voir, enfin, pour l'avoir expérimenté déjà moi aussi, hein, clairement, et pour le voir chez pas mal de clientes, c'est pas forcément inné et ça nécessite parfois de dézoomer, de se poser, de se regarder d'un peu plus haut et de faire le point sur son activité, sur ses tâches, sur ses actions du quotidien. Qu'est-ce qui rapporte vraiment et rapidement, qui est intéressant, et qu'est-ce qui rapporte, mais qui est pas assez pertinent par rapport à toute l'énergie et au temps déployé. Et Ouais, ça, t'as faut raison. réussir parfois à dire stop, et parfois c'est aussi un mouvement, par exemple, ton truc des hashtags, bah, au bout d'un Mm. moment, tu t'es arrêté parce que peut-être que ça tournait bien, et puis aussi peut-être parce que c'était moins pertinent. Mm. Et du coup, Ouais. réussir à mettre de côté une stratégie ou une manière de faire pour aller vers autre chose, c'est pas forcément évident parce que ça reste notre confort et la facilité, ce qui marchait, ce qui nous rassure, mais c'est hyper important tout de même. Ouais, ouais, c'est vrai, et t'as raison que c'est quand tu dis que c'est une logique qu'on peut perdre de vue, même encore aujourd'hui, parfois je me dis, Mhm. attends, qu'est-ce qui Ouais. rapporte le plus? Combien de temps ça représente? Est-ce qu'il faut pas rééquilibrer un peu les choses? Parfois on se perd dans ça parce qu'on a nos propres affinités aussi, ou des choses qui nous tiennent plus à cœur, et parfois on perd un peu le nord, ouais, on a besoin de se remettre en face des chiffres, en face du temps passé, et Mhm. de hop, rediriger un Ouais. peu Ça fait là-bas. mal, c'est pas agréable, mais c'est vraiment nécessaire. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu parlais de l'équipe. Je suis bien curieuse de savoir comment tu as commencé à déléguer, avec qui, quelles tâches, à qui aussi, et puis comment l'équipe a grandi petit à petit, quel choix tu as fait, est-ce que tu as tout de suite pris des employés, est-ce que c'était des freelances, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un long chemin. Alors d'abord, l'endroit où j'ai eu le plus besoin d'aide, c'était le SAV. Comme on peut s'en douter, le SAV, ça prend beaucoup de temps. C'est des colis perdus, des personnes qui sont pas allées chercher le colis à temps, point relais, donc qui revient, des choses comme ça. Puis plein de questions aussi, des gens qui en fait posent des questions avant de commander, qui ont besoin d'être renseignés. Et bon, pour ça, je l'avais dit, j'avais créé des articles de blog, mais bon, bien sûr, il y a besoin de personnaliser, et de s'adapter à chaque question. Donc, j'ai d'abord pris une personne en freelance pour m'aider à ce niveau-là. Je crois que c'était à l'année numéro 2 à peu près. Et ensuite, j'ai été contactée par une personne qui m'avait entendu dire en podcast que j'étais débordée. Et je l'ai embauchée finalement. C'est fou parce qu'elle m'a écrit un mail. Elle m'a dit, mais j'ai entendu un podcast dans lequel tu disais que tu avais besoin d'aide. On a le même âge. Ta marque, pardon. On a le même âge. Ta marque, elle est super. J'ai déjà commandé. Et en fait, je veux pas du tout quitter mon job, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a plu dans ce que j'ai entendu et je me dis que c'est peut-être moi en fait qui dois venir t'aider là et te rejoindre. Et effectivement, on s'est rencontrés, puis on a commencé à travailler ensemble. Donc, elle est venue pour, au départ, développer le B2B. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais pas le temps pour ça. Et puis, finalement, et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup chez Anatae, ben, on recrute quelqu'un pour quelque chose, mais on se rend compte que la personne est meilleure à autre chose. Donc, on va changer, en fait, ses missions. Donc, finalement, elle est venue chez Anatae, mais elle n'est pas là pour développer le B2B. Elle a fait plein de choses. Ça tourne tout le temps, hein, on grandit tout le temps. Donc, à l'époque, elle était plutôt mon bras droit sur plein de sujets, notamment l'influence. Et, euh, et là, elle a pris la casquette RH parce qu'on commence à être une petite équipe. Et elle s'est remise sur le sujet des B2B. Alors, elle ne démarche pas les B2B parce que c'est pas fait pour elle, on s'en est rendu compte. Mais par contre,
une fois que nos freelances ont démarché les B2B, bah, c'est elle qui récupère les dossiers et elle fait le suivi en fait. Elle va faire le suivi, les prises de commandes et puis le contact au quotidien. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'elle fait, mais on est tous un peu couteau suisse encore parce qu'on est 7 aujourd'hui, Ok. donc c'est pas non 7 plus. employés ou avec les freelances? On est 6 employés plus moi, plus Ok, des freelances. ok. Ouais. Ouais, plus des agences aussi. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent sur Anatai Génial. au quotidien. Ouais. Et donc, en fait, tu as Euh, commencé à déléguer de manière très logique de ce qui te prenait le plus de temps et le plus d'énergie. Tu l'as délégué pour pouvoir te positionner sur ce qui était le plus important, là où toi aussi, tu es la meilleure, parce que j'imagine, enfin, de ce que je ressens, il y a aussi cette humilité de là, je suis pas bonne, ou là, je sais pas faire, ou là, j'ai pas le temps d'apprendre à faire. Et du coup, je mm, délègue à quelqu'un qui est déjà formé ou qui a envie de faire ça et pour qui c'est la zone de génie déjà. ouais, exactement. En fait, c'est ça, c'est que au départ, il y a vraiment des endroits qui ont besoin vite, vite, vite qu'on passe plus de temps, donc comme le SAV. Puis ensuite, il y a aussi ce que tu dis, des questions de compétences. Et moi, j'aime bien utiliser vraiment les profils pour trouver à quel endroit je vais les mettre, plutôt que me dire, bon, bah, toi, tu vas faire ça parce qu'on en a vraiment besoin. Non, ça a Mhm. beaucoup bougé à l'intérieur Donc, d'Anatae. tu matches avec une personne, Mm. professionnellement parlant, tu dis, elle a sa place dans mon équipe quelque part, je sais pas où. Et du coup, tu lui crées un poste limite sur mesure, c'est ça? C'est pas tout à fait comme ça, mais tu vois, quand tu es une Ok. toute petite entreprise, finalement, tu as plein de besoins. Oui, T'as plein de oui, besoins, c'est tu vois, bien, Ouais, clairement. voilà. Enfin, nous, personnellement, on vend un produit. Donc, par exemple, on a eu besoin bah, pour gérer nos stocks. On a eu un besoin pour démarcher les professionnels, pour faire le suivi. On a eu un besoin pour améliorer le e-commerce. On a eu un besoin pour tout ce qui est créa. Donc, en fait, au départ, tu peux faire ça, ouais. Tu peux avoir un fit sur un profil et te dire, bah, tiens, parmi tout ce que j'ai à lui donner, qu'est-ce qui lui Ouais. correspondrait le mieux, tu vois. Après, maintenant, ça peut de moins en moins se faire comme ça. Mais par contre, il y a des choses qui bougent. Donc, il y a des missions, on va dire, qui passent de chez quelqu'un à chez quelqu'un d'autre. Si on se rend compte que bah, finalement, il y en a une qui est plus douée ou finalement, ça correspond plus à ce qu'elle fait au quotidien, parce que les postes sont pas parfaitement définis. On est une petite entreprise, mais tu vois, ça peut arriver qu'il y ait une de mes employées qui dise, ben, en fait, ça, pourquoi c'est moi qui le fais finalement? Ça ressemble pas trop à mes autres missions. Hop, je le passe à quelqu'un d'autre. Ok. Et on est sans arrêt en train de réorganiser le truc. Génial. Ouais, Voilà. c'est essentiel d'avoir cette capacité d'itération, d'amélioration constamment et ouais, de renouvellement aussi, tant dans les gammes, dans l'offre que au sein de l'équipe aussi. Ouais, C'est trop bien. Du coup, ouais. Anna, a grandi, Oui. extrêmement bien grandi. Mm. Et en parallèle de ça, le marché du matia aussi, Ouais. avec une concurrence qui, en parallèle de toi, je pense que enfin, personne n'a pu le louper et toi encore moins, bah, qui s'est développée avec d'autres grandes marques, Mm. notamment de créatrices de contenu qui avaient déjà une audience, déjà du coup une communauté, donc Mm. des potentiels clients, enfin un potentiel client juste énorme. Ouais. Euh, Comment tu l'as vécu, toi, intérieurement, Camille Lumen, Mm. quand tu as commencé à voir ces marques arriver? Mm. C'est vrai que mon métier a beaucoup changé parce Mm, il y a 6 ans, j'expliquais vraiment mon produit. Je devais convaincre tout le temps, je devais rassurer tout le temps, je devais éduquer. Et aujourd'hui, c'est fou. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui boivent du matcha au quotidien chez eux. Le moindre coffee shop a forcément du thé matcha, alors que moi, mais je me suis battue en fait pour leur faire comprendre que c'était une bonne idée. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui, la plupart des restaurateurs, par exemple, qu'on a démarchés, reviennent vers nous en nous disant, bah, en fait, on est intéressé. À l'époque, on comprenait pas l'engouement, mais vous avez raison et tout ça. Donc ça, c'est plutôt agréable. Tu vois, ce côté-là, mm. et il est vraiment Ouais, agréable. t'as plus à ramer pour montrer aux gens à quel point le matcha est intéressant, que c'est bon, que ça a des bienfaits de fou sur la santé, que ça peut Mm. remplacer le café. T'as plus, Ouais. ouais, cette pancarte à soulever. Ouais, c'est ça. Tout est plus facile. Tout est plus facile de un parce qu'on est une entreprise plus grosse, donc on a plus de crédibilité, mais aussi Mm. parce que le matcha, voilà, n'a plus à faire ses preuves, on va dire. Enfin, Ouais. encore parfois, mais beaucoup moins. Oui, ça Donc ça, s'est c'est plutôt. démocratisé comme la naturo. Tu vois, il y a quelques années, j'accompagnais des naturaux et c'était la galère pour faire comprendre que c'était pas un truc de sorcier, qu'il y avait rien de magique, que c'était, oui, des plantes, mais que ça pouvait être puissant. Et aujourd'hui, globalement, les gens savent ce que c'est de la naturopathie. Il y a plus ce Mm, besoin à faire là. Mais il y a ce que tu vis, je pense, aujourd'hui, c'est se sortir du lot par rapport à
tous les autres naturopathes qui existent, que ce soit sur Internet et en présentiel. Enfin, Mm. n'importe quel thérapeute et accompagnant aujourd'hui a une myriade de concurrents directs autour de chez lui et en ligne. Et c'est ce qui Ouais, t'arrive toi aussi, du coup. c'est ça, exactement. Et c'est vrai que c'est plutôt depuis 1 an et demi qu'il y a un fort, fort engouement. Et ça a commencé, enfin le pic a eu lieu il y a 1 an et demi quand effectivement il y a deux influenceuses qui ont lancé leur marque. Alors je vais être totalement transparente, c'était des filles avec qui on travaillait. Donc pour moi ça a été plutôt Mhm. difficile à ce niveau-là en fait. Ouais. Ça aurait été Ok. pas du tout le même sujet en fait si c'était des filles avec qui j'avais jamais travaillé parce que chacun fait ce qu'il veut. Enfin évidemment j'ai pas le monopole du matcha. Enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais, Chacun fait ouais, ce qu'il ouais. veut. Donc c'est ça qui a été un peu plus compliqué. Un sentiment Après, un peu de trahison, de tristesse, ouais, d'humain à humain, quoi, ouais. ouais, complètement. Enfin, surtout une des deux avec qui on avait collaboré très 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 récemment et que j'avais déjà rencontré. Donc là, tu te dis, bon, j'ai été un peu utilisée, peut-être. Ouais, je Il y a pas comprends. mal il y a pas mal de moments que tu te repasses en tête et tu te dis, ah oui, à ce moment-là, bah, est-ce qu'elle venait pas en fait chercher des infos, etc. Donc c'est Ouais, pas du tout agréable. ouais. Et en même Mais tu vois, temps, tu as réussi à en parler avec elle directement? Ou c'est resté dans des suppositions de je sais pas? Si ça se trouve, j'ai été utilisée, ça se trouve pas du tout, c'est un concours malheureux de circonstances, mais c'est rien de personnel. non, on n'a pas trop discuté en fait. Bah moi j'ai mes certitudes parce que les dates parlent en fait, tu vois. Donc quand tu regardes les faits, ben tu sais. Mais non, il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a rien eu tout ça. Donc c'est ça qui a été un peu pénible. Ouais. Mais en fait, ben, un peu comme beaucoup de choses, finalement, si on regarde l'histoire aujourd'hui, on n'a jamais fait autant de ventes que depuis qu'elles ont créé leur marque. Et je crois qu'elles ont juste agrandi le gâteau. En fait, elles n'ont pas volé des parts de mon petit Mhm. gâteau. Pas du tout. Elles ont agrandi le gâteau et il y a de la place pour tout le monde, visiblement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Euh, oui, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent au matcha maintenant et grâce à elles, en fait, parce qu'elles ont, avec leur image qui est assez différente de la nôtre, elles Mhm. ont touché des publics que nous, on touchait pas forcément et qui, demain, après avoir commandé chez elles, vont peut-être aller commander chez nous, tu Oui, vois. parce que Donc, j'imagine que comme n'importe quoi, à part certains articles, certains produits, je sais pas, ta pâte à tartiner préférée que tu rachètes tout le temps ou ton coiffeur chez qui tu vas tout le temps, la plupart d'entre nous, bah, on grappille un peu, enfin, on grappille, c'est pas l'idée, mais on n'a pas une fidélité à une marque que ce soit de thé, de café, de bidule. On aime c'est tester, clair. voilà, prendre un peu de Mm, tout. Et c'est ça aussi mm, qui est chouette, qui permet d'avoir des saveurs, là, dans ton cas, différentes, des mm. fringues différents. Enfin, il y a plein de choses qui fait que, comme tu le dis, il n'y a pas un gâteau que tout le monde doit se partager. Il y a un gâteau qui grandit au fur et à Ouais. mesure qu'un marché intéresse et touche de plus en plus de monde. Ouais. Ouais, complètement. Puis finalement, tu vois, elle parle du même produit que moi, même si c'est pas le même exactement, mais il a le même nom en tout cas. Elle Oui. parle du même produit que moi tous les jours, et donc c'est comme si on était dans le même bateau. Tu vois, finalement, on s'entraide sans le vouloir. Mais pour moi, avec le recul, si je dois réécrire l'histoire, je préfère qu'elle se passe comme ça en fait. Je préfère que Mhm. il y ait ces marques qui arrivent sur le marché. C'est génial en fait pour nous. Ouais. Donc, puis en termes d'image, ça souligne encore plus nos caractéristiques, je trouve. Ouais. Tu vois, on a des images assez différentes avec ces autres marques. Et même si nous, on n'a pas revu notre direction, juste on continue notre chemin, ben, ça souligne quand même nos différences. Ouais. Le fait que Elles nous, se ben, sont positionnées différemment. Je pense que comme toi, t'existais, t'étais la première. Elles ont fait ouais, en fonction de toi. Et mm, c'était, je pense, vraiment, ça aurait été vraiment très bête de leur part d'avoir exactement le même positionnement que toi. ouais, Alors que là, bah, comme tu le dis, en réalité, la concurrence, c'est hyper bénéfique. Ça veut dire qu'il y a un marché et ça veut mm, dire que vous êtes plusieurs à vous battre pour faire connaître tel service ou tel produit. Donc en soi, c'est génial. Et en même mm, temps, bah, il y a cette singularité à avoir qui est clé parce que sinon on se fait bouffer et on est un mouton dans un truc enfin, un champ rempli de moutons. C'est pas comme ça qu'on sort du lot. Mais par contre, ouais, si chacune se positionne avec son énergie, sa manière d'être, de faire, c'est son histoire, son branding en fait, tout simplement. mm, Là, il y a de la place pour tout le monde. ouais, complètement. Du coup, c'est ce Puis que tu vis aujourd'hui, j'ai l'impression. ouais, c'est ça. Nous, tu vois,
je dis je, mais c'est on maintenant, mais on veut vraiment faire transparaître le matcha comme il est au Japon, tu vois. Vraiment pas Mhm. le déraciner de son univers. On veut. C'est pour ça que tu ne verras jamais sur notre compte des recettes un peu extravagantes, Funky. matcha, chantilly, sirop de caramel, je sais pas quoi. Tu vois, on n'est pas dans cette mouvance-là. On est plutôt dans la mouvance. Ben, alors, le matcha, c'est quoi? La philosophie autour du matcha, c'est quoi? Mhm. Euh, Pas mal l'aspect santé aussi que les Ouais, concurrents ont moins. Le côté bio, tu vois. Et c'est pas chez nous. C'est pas un produit pop ou fun ouais. comme chez elle, par exemple. Oui, Et ça se c'est... ressent ne serait-ce qu'au niveau de vos packaging. Vos packaging, ils Ouais, sont très épurés, très, très simples et en même temps très, très beaux. Alors que d'autres, c'est du rose, des paillettes et des trucs un peu plus funky, qui sont ouais. jolis aussi, enfin, très beaux aussi, mais complètement différents. Ne serait-ce que dans l'ambiance, on voit, c'est un même Mm, produit, enfin, globalement, un même produit à l'intérieur, mm, mais qui fait ressentir autre chose quand on regarde les deux packaging. ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois, parce Mhm. que nous, maintenant, on sait un petit peu sur quoi appuyer aussi et comment mieux faire comprendre notre philosophie aux clients, même si c'était déjà là. Mais ça nous aide à, voilà, affiner notre positionnement. Donc, c'est plutôt intéressant, en fait, comme travail. Trop bien. Oui, oui, effectivement, et je pense il faut, enfin, tous les entrepreneurs devraient le prendre comme ça. OK, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que Mm, je peux mettre encore plus en avant, en valeur de ma singularité pour affirmer mon positionnement et en même temps laisser le gâteau ouvert à tout le monde. Mais moi, je suis sécure parce que je sais ce que j'apporte, je sais ce que je mm, vaux, je sais pourquoi les gens viennent vers moi et j'ai mon image, qu'on soit une marque ou un entrepreneur, solopreneur, encore une fois, j'ai cette confiance parce que j'ai ma singularité avec moi. mm. Ouais, c'est vrai. Mm. Trop bien. Est-ce que dans tout ce beau parcours, et c'est chouette que vraiment je suis heureuse que tu prennes les choses comme ça, est-ce qu'il y a quand même une difficulté dont tu n'as jamais trop osé parler dans cette aventure à Natae? Euh, J'en ai peut-être déjà parlé en interview, mais c'est beaucoup de charge mentale quand tu es à ma place. Il y a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et même s'il faut pas forcément y penser, c'est là en fond, tu vois, de se dire sans arrêt, ben, euh, est-ce que par exemple parmi mes 6 employés, j'en ai un qui va démissionner cette année? Tu vois, c'est des choses Ouais. qui peuvent forcément arriver. Alors pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu aucune démission. Enfin, tout se passe super bien. Je sais qu'elles sont hyper satisfaites de leur poste, de la philosophie qu'on a. On est une boîte très libre en télétravail. Enfin, je sais qu'elles sont très contentes, elles me le disent souvent. Mais moi, c'est un truc que j'ai toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est me dire, ben, à un moment donné, il va y avoir un truc difficile à gérer. Et c'est vrai, il y en a de temps en temps dans ce domaine ou dans d'autres, tu vois. Et de se dire, bon, ben, je pourrais jamais être vraiment tranquille. Ça va toujours être Mm. Ouais. épuisant, tu vois, de se dire, ok, il faut se réinventer parce que si, parce que là, parce qu'il y en a une qui démissionne ou parce qu'il y en a une qui me demande d'être Mm. promue et comment je vais faire. Et il y a ce nouveau problème je sais pas, de stock et comment on va faire. En fait, jamais tu peux dire, ah, c'est bon, Mm. c'est calé, ça Ouais. roule. C'est jamais Ouais, et encore comme plus ça. quand on est toute seule à la tête de Mm. notre entreprise. Quand on n'a Ouais. pas d'associé, quand on n'a pas une personne extérieure. Enfin, moi, je sais Mm. que, tu vois, mes mentors ou mes coachs ont aussi été limite cet associé de, Mm. on prend les décisions. Enfin, ils m'accompagnent à la prise de décision. Et dans certaines situations, enfin, moi, j'en ai eu vraiment besoin là, je Mm. suis complètement paumée, j'ai envie de bien faire mon boulot, j'ai envie de soutenir, d'accompagner les personnes avec qui je travaille, j'ai envie d'être là pour mes clients, j'ai envie d'être là sur les réseaux, je dois à la fois gérer ouais, les offres, la visibilité, mes clients qui sont là pour moi, pas les décevoir, tout ça, et pas Ouais, m'oublier ça fait beaucoup. dans ce lot aussi, être là pour mes Oui. amis, pour ma famille. Ouais. Ouais, on est Et tout ça, d'accord. c'est sur nos épaules. Et c'est un choix aussi qu'on a fait. Mais c'est Ouais. pas parce que c'est un choix que c'est facile à gérer tous les jours et Mm. que on est censé tout gérer tout le temps aussi. Et je pense que ouais, savoir le dire déjà, le verbaliser et avoir une épaule, enfin quelqu'un de qui c'est le métier ou qui a signé pour ça, on va dire. Ça peut être un Ouais. associé comme dit, mais ça peut pas être notre conjoint, ça peut pas être nos amis, et encore moins quand ils sont pas entrepreneurs. Enfin, faut aussi réussir à dissocier ces relations amicales pour Mm. sortir la tête, pardon, Ouais. de ce qu'on vit dans notre quotidien. Ouais, c'est vrai.
Je me fais accompagner aussi. J'ai aussi un mentor depuis pas très longtemps. Et Chouette. ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, Ouais. notamment à déléguer encore mieux. Je pense que je le fais assez bien, mais on peut toujours mieux faire. Et tu vois, ça vide aussi ma charge mentale. Mais voilà, n'empêche qu'il y a certaines choses qui pourront jamais être vidées vraiment. Enfin, à moins de prendre un directeur général. Comme voilà l'éventualité qu'il y ait des gros soucis comme des démissions ou des soucis de stock, des choses qui sont en fait la responsabilité de personne dans l'équipe. C'est ma responsabilité, donc forcément je peux pas le laisser à quelqu'un, Mm, mm. c'est dans ma tête. Mais comme tu l'as dit, voilà, on l'a décidé aussi. Puis ce métier, il va avec plein d'autres avantages, donc c'est comme ça. Ouais, ouais, complètement. En parlant de tout ça, moi je sais qu'il y a une grosse charge mentale qui est le fait d'être l'image même de mon entreprise. Ok. Toi, je trouve ça très intéressant comment tu t'es positionné entre, à la fois on sait qui tu es, tu as fait des podcasts, tu fais là, comme dit, des interviews, on te voit faire des réels sur Instagram par exemple, et en même temps tu n'incarnes pas ton entreprise comme d'autres peuvent faire, pardon. Tu vois, t'es Mhm. pas créatrice de contenu de base comme certaines, et puis t'as ta marque qui est toi-même limite. On achète ta marque pour toi. Est-ce que c'est un choix réfléchi de ne pas avoir ce personal branding qui est, enfin, qui est à la fois construit mais qui n'est pas constamment mis en avant? Ouais, c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que moi, tu vois, j'en ai pas trop conscience. Mm. C'est bien d'avoir ta vision. Euh, ouais, je pense que à la base, moi, je voulais pas du tout être l'image de Anna Taillé. C'était pas mon idée de base. Et puis, c'est en racontant mon histoire que je me suis rendu compte que ça avait un plus, en fait, que ça apportait quelque chose parce que les gens disaient, mais en fait, on comprend que c'est pas trois mecs de 50 ans qui sont derrière cette marque. On peut tous imaginer, tu vois. Et puis quand on te voit toi, on se dit, ah, mais d'accord, ok, ça donne vraiment une dimension différente, plus humaine. Et ça peut toucher les gens. Donc j'ai commencé à le faire et je le fais toujours. Et voilà, on est en train de le faire encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a aussi un trait de personnalité qui fait que je me mets pas en avant tous les jours. Mhm. C'est que moi, je suis pas extravertie, je suis pas très à l'aise avec le fait de me prendre en vidéo, en photo. C'est pas trop mon truc, tu vois. Ça a jamais été quelque chose qui me ressemble. Donc je le fais de la façon la plus juste pour moi, en fait. C'est pas un effort et c'est juste en fait ce qui me va bien. Aller au-delà, ça me paraîtrait vraiment contre nature. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup de mal quand je dois faire un face cam. Alors, je le fais de temps en temps, mais tu vois, si l'idée c'est que je fasse, par exemple, une petite danse, bah, je vais dire non. J'arrive pas à faire ça, c'est Ouais. pas moi, tu vois. Ouais, Donc, mais je ça, sais t'as que raison. Et même quand t'es le cœur de ton entreprise, enfin l'image même de ton entreprise, dans tous les cas, Mm. faut jamais se forcer. Enfin, ça se sent à 10 milliards de kilomètres et c'est malaisant. Tu Ouais, vois, c'est vrai, les petites vidéos sur Insta où tu sens que la personne, c'est pas elle. C'est malaisant même pour la personne qui regarde, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, complètement. peut-être parce qu'il y a une Ah oui, empathie oui. spécifique, mais vraiment, fais pas Ouais, ça, t'as enfin, raison. t'infliges pas ça, en fait, c'est pas grave, t'as plein d'autres choses à partager à ta manière à Ouais, toi. Faut juste la trouver, mais suis pas cette tendance parce que elle te correspond pas, en fait, elle va pas attirer les bonnes personnes, elle va rejeter en plus celles qui s'étaient attachées à toi et qui cela se disaient, ah, mais qu'est-ce qu'elle nous qu'est-ce qui se fabrique? passe? Ouais, Qu'est-ce qui se passe? Elle ouais, change. c'est vrai. Bonsoir, c'est pas moi, c'est Mm. pas pour ça que j'avais signé, enfin, ou que je m'étais Mm, abonnée. Donc, mm. ouais, dans tous les cas, se respecter. Et, euh, et je trouve ça très chouette parce que tu incarnes justement ce que j'essaye de montrer à beaucoup aussi, c'est que le personal branding, clairement, si c'est un truc qui plaît, qui attire, qu'on a envie de développer, faut y aller à fond parce que ça marche. Oui, faut Mm, dire les choses. mm. Mais il y a aussi d'autres manières de faire. Ouais, complètement. Et d'autant plus quand on a une marque qu'on a envie de faire rayonner vraiment loin, vraiment de manière assez ambitieuse. Quand t'es l'image de ta marque, ça s'arrête jamais. Et t'as Ouais, toujours cette pression de est-ce qu'on me regarde, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on voit de moi, faut que je me montre et j'ai pas envie de me montrer. Alors que là, il n'y a pas cette pression. Il y a si j'ai envie d'être là, je suis là. mm, Si j'ai pas envie d'être là, j'ai une équipe géniale, ou même ne mm, serait-ce qu'une assistante, hein. Ça peut être même quand on est solopreneur, avoir travaillé avec une freelance à qui on a délégué des choses pour pouvoir avoir des vacances, avoir des week-ends. mm. Il y a plein de manières de déléguer un équilibre à se créer à soi par rapport aussi à son image. Ouais, c'est vrai. Et je pense que chacun a sa façon
de s'exprimer. Tu vois, moi j'aime bien par exemple les posts LinkedIn parce que parfois Mhm. ça me vient comme ça, j'ai un truc à dire et blablabla, je l'écris et je le poste. C'est pas du tout programmé ou autre, c'est des fois j'ai un truc qui apparaît tout écrit comme ça en tête parce que ça me révolte ou parce que j'ai envie de partager quelque chose. Et ça, c'est moi, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que faire des vidéos face cam où je fais un peu. Bon, de toute façon, Anatae, c'est pas une marque fun, tu vois. Oui, Il c'est n'est pas ça. question Il y a que. des choses qui correspondent même pas à votre identité de marque. Ouais, voilà. Ça Et servirait à rien de puis, les faire. les chiens font pas Voir des ça. chats aussi. Comme je dis Ouais. souvent, c'est moi qui ai créé Anatae, donc c'est normal qu'elle soit plus ou moins à mon image, tu vois. Mm, mm, mm. Et voilà, donc je le fais à petite dose, vraiment. T'as raison, faut pas se forcer, ça se verra tout de suite. Ouais, ouais, clairement. Et puis Ouais, même, comme dit, ça peut être aussi extrêmement néfaste pour la marque de changer d'image comme ça du tout au tout, de faire un truc incohérent. c'est Non, l'idée, clair. c'est justement d'avoir une cohérence de marque, de Mm, choisir dès le départ bah, mon branding, mon identité, mon univers, l'ambiance que j'ai envie de partager, les émotions que j'ai envie de créer chez les gens, c'est ça. mm, Et je fais en sorte que ma communication les retranscrive. Il y a plein de manières de faire, il y a plein de stratégies, d'outils, de méthodes possibles, des milliers. Et puis c'est juste prendre les bonnes en adéquation avec soi, que l'on soit solopreneur, que l'on ait un freelance ou que l'on soit une marque avec 10, 20, 50, 500 employés. C'est la même réflexion derrière. mm, clairement. Génial. Eh ben, merci pour tout ça. On arrive petit à petit à la fin de notre épisode. Maintenant, j'ai quelques questions encore sur Camille, sur l'humaine que tu es. Ok. Si tu devais être encore un peu plus toi, plus vrai, plus authentique dans ta vie de tous les jours ou dans ces moments où tu partages à ton audience, enfin, à votre communauté, Mm. qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi et qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas? Euh, Ben, en fait, tu vois, j'ai lancé il y a quelque temps un compte Instagram à mon nom, Mhm. qui est un compte en fait plutôt pro, parce que c'est pas le compte que moi j'utilise depuis 10 ans avec ma famille, mes amis et tout ça. Et, j'essaye de... Enfin, je me suis dit, je vais créer ce compte pour partager la vérité, tu vois, vraiment qui je suis, sans parler trop du perso, bien sûr, parce que c'est pas l'idée, mais pour faire comprendre aux gens quel genre de personne je suis, tu vois, quel genre de femme je suis. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que je trouve que, tu sais, sur Instagram, il y a ce truc de tout de suite convaincre en fait. Il faut que je sois assez intéressant, sinon ils vont scroller Mhm. et ils vont pas Ouais, s'attarder sur le t'as post. le hook, l'accroche Ouais, avec laquelle tu as du mal. ouais, voilà. Et en fait, je trouve qu'il y a deux chemins. Soit tu tombes dans ce truc du hook, Ouais, où qui sonne très tu... faux très vite, hein. Enfin, il y a des trucs. Ouais, Je me fais agresser déjà, la personne elle te crie à la figure, elle fait un je sais pas quoi avec sa caméra, te bouscule dans tous les sens, et là waouh. ouais, ouais, c'est ça. Soit tu partages des choses très simples et pas forcément voilà, pensées pour le hook. Et moi, je voulais plutôt partir dans le deuxième chemin. Mais en fait, je sais pas, j'ai un peu du mal parce que je me dis, pff, en fait, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, donc je suis un peu Mhm. en ce moment en train de réfléchir à ce que je fais de ce compte. J'avais commencé en partageant des choses très simples, tu vois, comme des recettes. Et c'est vraiment ce que je veux continuer de faire. Mais parfois, je me dis, est-ce que vraiment Instagram, en fait, c'est le lieu? Et ça Parce te que c'est pas correspond ce à qui est mis toi. en avant, Ouais. tu vois. Donc, Parce qu'effectivement, la réflexion est très pertinente de mm, découvrir la fondatrice en plus de mm, la marque pour mm, ces deux liens avec deux entités, on va dire, différentes. mm, C'est extrêmement pertinent, mais clairement, si ça sonne faux en toi, mm, soit t'as pas trouvé la manière de faire encore, et parce que tu te compares à ces hooks et ces trucs qui font plein de vues, et que toi, ça mm, en fait moins, et que du coup, tu dis, ah ben, c'est pas intéressant, et c'est de la perte de temps et de la perte d'énergie, et ça aussi. mm, ouais, Euh, ou bien c'est pas la bonne plateforme, ouais. mm, c'est ça. Donc, si je devais être plus authentique pour répondre à ta question, je pense que je partagerais plus sur ce compte Hmm. sans réfléchir. Mais parfois, je me dis, bon, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que ça apporte quelque chose? Tu sais, par exemple, une recette, il y en a tellement des millions sur Instagram. Enfin, donc voilà, c'est à ça que je pense. C'est dommage, c'est... Est-ce que tu crois que là, après notre échange, tu pourrais en faire un, enfin, ne serait-ce qu'une story, tu vois, un petit challenge, petit défi là, de reprendre ce compte qui, pour moi, est hyper pertinent, pas forcément pour convertir plus de personnes ou gagner en visibilité, mais pour Mm, renforcer encore plus le lien avec celles et ceux qui sont déjà là avec Anatae. mm.
Allez, tu me motives. J'avais pris quelques Yes. stories, quelques Trop bien. photos. Et du coup, vous avez évidemment les deux comptes Insta, enfin nos trois comptes Insta, mais du coup le tien perso, enfin perso pro, et Oui. celui d'Anatae dans les notes. Donc je compte sur vous qui nous écoutez pour aller suivre Camille aussi là-bas et donner de la force Ah, parce que allez. comme nous tous, on en a tous besoin. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, moi, je veux vraiment que les gens me suivent si ça les intéresse, quoi. Tu vois, Ouais. j'ai pas d'objectif Bah commercial. voilà, alors il y a zéro pression à te mettre en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison quelque Trop part. bien. Ah, merci pour ça. J'aime ces moments-là. Est-ce qu'il y a une citation ou un mantra ou quelque chose, une petite phrase que tu te répètes et qui te fait du bien, qui t'accompagne dans la vie? Bah, tout est possible. Moi, je dirais tout est possible. Tu vois, je dis souvent bah, à mon équipe, si on peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. Et s'il n'y a pas de fenêtre, il y a bien un moyen de passer sous la terre. Et sinon, on décolle une tuile et on passe en haut. Enfin, tu vois, je pense que vraiment tout est possible. Il faut creuser, creuser, creuser. Si on veut Ouais, arriver à quelque chose, il faut pas lâcher. génial. Ouais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ton aventure entrepreneuriale? Une femme, un homme, quelqu'un qui a été sur ton chemin et qui a changé pas mal de choses? Il y en a beaucoup. Bah, je pense que je dirais Anaïs. C'est la première personne qui m'a rejointe du coup en CDI, celle qui Hmm, écoutait le podcast dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'est ma première, c'est mon employée la plus vieille, entre guillemets. Ça va faire 3 ans qu'elle est là. Et j'ai vraiment senti qu'elle m'avait sauvé la vie, quoi. Tu vois, ouais. j'avais vraiment besoin d'aide quand elle est arrivée. Donc, ouais, je pense à elle. Trop bien. Eh ben merci Alice. Ouais. Et pour finir, quelles sont tes sources d'inspiration? Peut-être trois personnes que tu aimes suivre, trois entrepreneurs, des femmes, si tu en as dans la tête. Mm. Il y en a jamais trop, des femmes Ah. entrepreneurs inspirantes. Ce serait qui? Je pense à Kelly Massol, qui est la Ouais. fondatrice des Secrets de Loli. Oui. Euh, j'adore sa façon d'être très authentique, qui passe Ouais, pas elle par est quatre cash, elle est chemins. franche, elle est vraie. Et en même Ouais, temps, le cœur sur la main. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un fond de très rude parce qu'elle a vécu des choses vraiment pas faciles. ouais, Et en même temps, beaucoup d'amour. ouais, c'est ça. Puis elle m'inspire beaucoup parce que bon, sa marque, c'est vraiment énorme. Elle a un succès fou et elle est Mm. partie de rien, tu vois. Et on a quand même beaucoup de similitudes, même si moi, je suis partie avec une situation bien plus favorable que la sienne. Mais quand même, tu vois, je suis partie de pas grand-chose non plus, peu d'investissement. Et au même âge, à 24-25 ans comme elle, euh, pour l'instant, on a à peu près le même parcours si je dois regarder la courbe de nos chiffres d'affaires. Donc pour moi, c'est hyper inspirant, tu vois. Ça veut Ah dire ouais, que peut-être dans quelques années, je peux avoir autant de succès qu'elle. Et ouais, j'adore la personne, vraiment. Donc ça, c'est sûr que je pense à elle. Euh, ensuite, c'est un homme, tu le connaîtras peut-être pas, c'est Guillaume Moubèche. C'est un entrepreneur. Lui, il a lancé plusieurs boîtes qui ont fait vraiment, qui ont rencontré un grand succès. Là, il est aujourd'hui principalement à la tête d'une boîte qui s'appelle Lemlist. C'est pour démarcher en masse, en fait. Par exemple, si toi, tu es quelqu'un qui veut démarcher les restaurants, bah, grâce à son outil, tu peux avoir l'adresse mail de plein de restaurants, puis tu peux les démarcher en une seule fois et avoir un suivi de dossiers, en fait. Mm. Les démarches, les relances. Et lui, il fait des vidéos YouTube depuis quelques temps et j'adore les regarder. Donc si les personnes veulent aller voir, c'est hyper cool. Guillaume Moubèche. Voilà. Et après, un troisième. hum, j'adore Gary Vee. Alors, c'est pas du tout un français. Tu connais Gary Vee? Ouais, mais c'est lui qui a lancé les vlogs. Enfin, il y a des années, il a lancé la tendance du vlogging notamment. Ah C'est ouais, mais ça? je savais même pas ça, tu vois. Ok. Ouais. Du coup, tu le connais pourquoi? Moi, Gary Vee, je le connais ben, pour son mindset, pour son compte Instagram. Pour beaucoup de lives aussi qu'il a fait. J'aime beaucoup en fait la façon qu'il a de conseiller les gens qui veulent se Mm. lancer ou qui sont un peu perdus. Moi, ça m'a beaucoup aidé à mes débuts. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui sont restées longtemps dans ma tête et qui m'ont aidé à pas lâcher, tu vois. Donc ouais, Gary Vee, je crois que ça s'écrit Vee sur Instagram. Hyper Génial. inspirant. Trop bien.
Eh ben, merci infiniment, Camille, pour tout ça, pour ton authenticité, pour tes stratégies. C'était hyper intéressant, hyper pertinent. Et je pense que tout le monde, quel que soit son stade d'avancée dans l'entrepreneuriat et son projet et son activité en elle-même, a trouvé plein de pépites. Donc merci pour ça. Merci d'avoir ramené le matcha en France. euh, parce que c'est un thé rempli de bienfaits qui remplace la caféine, qui apporte, voilà, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour le moral, pour l'énergie, pour plein de choses. Bio en plus chez toi, donc c'est top. Bah, Merci beaucoup. merci beaucoup. C'est moi qui te remercie pour ton temps et pour t'être intéressé à mon travail, à mon histoire. C'est hyper cool. Merci beaucoup. À très vite. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.